Bien, bien, bien. J'ai un problème là. Oui, je sais que c'est une chanson, j'ai un problème, mais c'est aussi une réalité. Non, ça va. Pour l'instant, ça a l'air de monter en puissance, si j'ose dire. Vous m'entendez au troisième rang derrière? Bien. Donc c'est parce qu'il fallait que ça chauffe un peu. Bien, mes chers collègues, si vous avez tous pris place, il est un petit peu plus de 18 heures, donc je vous propose d'ouvrir cette séance et en vous souhaitant la bienvenue pour cette première séance du Conseil municipal de l'année 2023. Je passe la parole à Monsieur le Directeur général des services pour qu'il veuille bien prononcer l'appel. Monsieur Dominique Barr. Présent. Madame Myriam De Smet. Présente. Monsieur Sébastien Foutamant. Présent. Madame Michel Coquel. Présent. Monsieur Henri Gadot. Présent. Monsieur Tariq Meki. Présent. Madame Zora Refer. Présente. Monsieur Karl Monrabal. Présent. Madame Martine Leblanc. Présente. Monsieur Gilbert Charles. Présent. Madame Myriam Lestienne. Présent. Monsieur Azim Taleb Ahmed. Présent. Madame Sylvie Zaidi. Présent. Monsieur Jean-Philippe Dumoulin. Monsieur Jacques Delfos. Monsieur Guy Noël Lemay. Excusez, procuration Monsieur Gadot. Monsieur Steve de Matos. Excusez, procuration Dominique Barr. Monsieur Benjamin Cailleret. Présent. Madame Annie Chantry. Présent. Madame Emeline Boite. Présent. Monsieur Pascal Lucas. Excusez, procuration Michel Coquel. Madame Basma Belaïd. Présent. Madame Béatrice Dujardin. Présent. Madame Laurine Lemoine. Présent. Monsieur Rabat Damani. Présent. Madame Pamela Gilbert. Excusez, procuration Sylvie Zaidi. Monsieur Steven Marouki. Présent. Madame Catherine Osson. Présent. Madame Océane Lévesque. Madame Lina Djafer-Chéri. Excusez, procuration Océane Lévesque. Monsieur Vézal Kiraz. Madame Laura Delplanque. Pas d'info, devrait peut-être nous rejoindre alors. Monsieur Brice Souhaité Matouba. Excusez, procuration Asdine Taleb Ahmed. Monsieur Michel Debat. Excusez, procuration Gilbert Charles. Monsieur Christophe Ricci. Madame Marjorie Delru. Monsieur Denis Croigny. Madame Sophie Félix. Excusez, procuration Christophe Ricci. Monsieur Messaoud Chayani. Monsieur Jean-François Soyer. Présent. Madame Marjorie Farassi. Monsieur Eddy Godeau. Madame Axel Delannoy. Merci, Monsieur le Directeur général. Nous avons nous prononcé, mes chers collègues, sur la secrétaire de séance. Je vous propose Madame Océane Lévesque au bénéfice de l'âge, qui approuve, je suppose, pas d'objection à ce point, c'est pas la peine de faire voter. Donc, il en est ainsi approuvé. Nous avons nous prononcé aussi sur les procès-verbaux des 9 novembre 2022 et du 15 décembre 2022. Je n'ai pas reçu d'observation au-delà de ce qui a pu être transmis au service de l'administration de la citoyenneté. Pas d'observation complémentaire, donc pas de vote contraire. Ils sont donc adoptés. Mes chers collègues, elle a été conseillère municipale, adjointe au maire, une figure politique de tout premier plan de notre ville, et encore jusqu'à ces derniers temps, la vice-présidente dévouée et compétente de notre centre communal d'action sociale. Danielle Cucher n'est plus. Elle s'est éteinte le mardi 24 janvier dernier après avoir affronté avec courage une implacable maladie. En ouvrant ce conseil, je veux avec émotion lui rendre un vibrant, sincère et chaleureux hommage. Je sais que cette émotion a été et est encore ressentie sur tous les bancs de notre Assemblée. Comme beaucoup, je l'ai dit et je le pense ô combien. Dany Cucher était une femme exceptionnelle, d'un caractère compréhensif, spontanément bienveillante, toujours à l'écoute. Elle aimait les gens, respectait ses interlocuteurs, aimait les enfants et ses aînés du nouvel âge. Elle ne concevait sa vie que par l'aide qu'elle pouvait apporter. C'était une active, une militante, une femme engagée qui revendiquait ces valeurs humaines et humanistes qu'elle portait et défendait avec honneur. Dany fut élue au sein de notre conseil municipal durant 12 ans, de 2008 à 2020. Elle fut successivement conseillère municipale déléguée à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, délégation que j'avais créée pour elle. C'était une première, jusqu'en 2014. Puis devient adjointe au nouvel âge de 2014 à 2020.
Elle présida aussi la commission communale d'accessibilité. Elle était surtout vice-présidente du CCAS, comme je l'ai dit, une vice-présidente respectée et appréciée de tous. Dany comptait de nombreux amis dans notre conseil, et évidemment bien au-delà. Élue exemplaire, enthousiaste, elle était particulièrement investie dans ses missions. Partout dans les clubs, les assemblées générales, les différentes manifestations, on se souvient d'elle avec affection. Elle a fait honneur à ses mandats. Je n'oublie pas de saluer également l'enseignante passionnée de son métier qu'elle fut, passionnée de ses enfants. Ceux-ci qui ont grandi depuis parents d'élèves, collègues et enseignantes et enseignants, nombre de ceux qu'elle aura fréquentés durant toute sa carrière professionnelle depuis 1972, nous ont fait part de leur considération pour celle qui aura effectué son beau métier d'enseignant à Wattrelos, sa ville de cœur. D'abord à la maternelle Lacordaire jusqu'en 1995, puis à la maternelle Notre-Dame de la Mousserie jusqu'en 2010. Femme de conviction, militante, Dany s'est aussi mobilisée durant de nombreuses années au sein du syndicat CFDT et bien sûr au Parti socialiste à partir de 2005, dont elle dirigea la section wattrelousienne 7 ans plus tard, en 2012. Ce fut une première secrétaire volontaire et respectée, également membre du Conseil fédéral du Nord du Parti socialiste jusqu'en 2017, et qui, dans ce monde politique pas toujours facile, sut défendre et faire respecter ses militants, et derrière eux, les habitants et la ville de Wattrelos. C'était une fierté pour moi, pour tous ses amis, de l'avoir à nos côtés. C'est dur d'en parler au passé. L'évidence de son départ est cruelle. Mais dans cette salle du conseil municipal où elle fut si fière de siéger, elle, la Wattrelousienne d'adoption, je le dis avec ferveur et une fidèle amitié, Dany Kucher était une grande dame. Ce soir, chers collègues, nous portons collectivement son deuil et à sa mémoire, je devrais vous proposer d'observer une minute de silence. Mais comme le fit le prêtre le jour de ses funérailles, pour elle, qui fut si gaie, si souriante, si festive, je vous propose qu'en nous levant, nous lui disions au revoir par une minute d'applaudissements. Merci à toutes et tous. Difficile, conseil municipal, dans son début aujourd'hui, car les émotions se succèdent, malheureusement. Lundi dernier, à l'aube, survenait un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 dans le sud-est de la Turquie et dans le nord-ouest de la Syrie, détruisant des villes entières. D'après le bilan connu ce jour, 14 351 personnes auraient été tuées en Turquie. En Syrie, on dénombre 3 162 décès selon les bilans officiels, ce qui porte pour l'heure le nombre total de victimes à 17 513. Nul ne doute, malheureusement, que ce terrible décompte s'alourdira dans les prochains jours, de nombreuses familles se trouvant encore sous les bâtiments effondrés. Dans un froid glacial, les sauveteurs continuent au moment où je m'exprime de mener une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés, avec l'aide internationale arrivée en Turquie où un deuil national a été décrété pour 7 jours. L'Union européenne a mobilisé pour la Turquie plus de 1000 secouristes et une centaine de chiens de recherche. Pour la Syrie, dont chacun sait
les difficiles relations politiques, l'Union européenne est en contact, néanmoins, avec ses partenaires humanitaires sur place et finance des opérations d'aide. Elle organisera début mars une conférence de donateurs pour mobiliser des fonds internationaux. Face à ce terrible drame, je veux exprimer, au nom de tout le conseil municipal, j'en suis certain, dans son ensemble, disais-je, la solidarité de notre ville et de ses habitants à ces populations si dramatiquement meurtries. Et je tiens à dire aux Wattrelousiens d'origine de nationalité turque ou syrienne toute notre solidarité et leur exprimer notre profonde compassion. L'urgence commande l'intervention humanitaire et elle est en cours. Des aides pour ceux qui n'ont plus rien et pour la reconstruction, il en faudra. Dès que les circuits financiers d'apport de ces aides auront été précisés, mes chers collègues, je saisirai notre conseil municipal pour un soutien exceptionnel. Chacun le comprendra. Difficile de faire des transitions quand l'actualité est aussi elle-même difficile. Néanmoins, il nous faut entrer dans notre conseil municipal et j'ai une information à vous livrer. Elle concerne les indemnités des élus. En vertu de l'article L. 21-23-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, vous avez reçu l'état annuel des indemnités des élus siégeant au conseil municipal au titre de leur mandat en 2022. Cet état doit vous être communiqué avant l'examen du budget de la commune. Il l'a été puisqu'il figure dans le document. Autre communication usuelle, les délibérations métropolitaines. Elles sont au nombre de 5. Je n'ai pas développé lors du conseil municipal du 15 décembre dernier les délibérations métropolitaines car elles ne devaient être votées que lors du conseil de la MEL du 16 décembre. Je rappelle donc que lors de ce conseil ont été votées les délibérations suivantes. La C401 portant lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour le déploiement d'une offre de services de trottinettes électriques et de vélos d'assistance électrique. Il s'agit de faire suite à l'expérimentation réalisée sur le territoire de Roubaix en 2021. L'objectif de l'AMI, appel à manifestation d'intérêt, est de sélectionner 4 opérateurs, 2 pour les vélos et 2 pour les trottinettes, pour une durée d'1 an, renouvelable 2 fois. Le but est de permettre un déploiement du service au cours du premier semestre 2023. Je rappelle que la ville de Wattrelos a candidaté à cette AMI pour les vélos et les trottinettes. Deuxième délibération, la C460, qui lance un plan piscine 2, lequel a un triple but. D'abord, construire des piscines pouvant accueillir les clubs de haut niveau métropolitains et participant à la politique d'apprentissage de la natation pour les scolaires. Dans ce cadre, les communes financent 30% des travaux et en fonctionnement, les communes contribuent à 50% du déficit d'exploitation hors personnel. Le reste est pris en charge par la métropole européenne de Lille. D'autre part, maintenir des soutiens aux piscines existantes avec le maintien du fonds de concours en investissement et le renforcement des fonds de soutien pour l'apprentissage de la natation par les scolaires en relevant de 2,5 € à 3 € la participation de la MEL. Et je précise évidemment que Wattrelos a évidemment fait part de son souhait de participer à cette AMI, ce que je vous avais annoncé en décembre dernier. La C471, qui engage une démarche en vue de la création d'un office de tourisme métropolitain. Depuis 2015, la compétence promotion du tourisme est métropolitaine. De même, le 1er janvier 2017, la compétence du département du Nord pour le schéma de développement et de soutien aux offices de tourisme a été transférée à la MEL. La MEL, dès lors, souhaite dorénavant renforcer l'organisation de sa compétence sous l'angle du tourisme d'agrément et de loisirs et créer un office de tourisme métropolitain unique. Une concertation d'une part et une évaluation des compétences d'autre part vont s'engager à cette fin. Je tenais à vous en informer. Enfin, la C481, qui, comme je l'ai dit le 15 décembre dernier, lance l'extension du cimetière métropolitain sur 1 hectare sur la parcelle contiguë, afin de permettre l'aménagement de 900 places supplémentaires. Je rappelle que, par ailleurs, au bureau du 16 décembre, ont été adoptées par la délibération B541 plusieurs subventions
des fonds de concours transition énergétique et bas carbone, dont 2 projets de Wattrelos, à savoir le changement des menuiseries de l'école Ferdinand Buisson, coût total du projet 181 355 € hors taxe, avec une participation de la MEL de 52 172,40 €, et le changement des chaudières dans plusieurs bâtiments, coût total du projet 125 054,66 € hors taxe, participation de la MEL 16 756,59 €. Voilà ce qui, au terme de ces communications, nous permet, chers collègues, d'aborder l'ordre du jour de ce Conseil. Je soumets à l'Assemblée l'organisation suivante des débats sur les projets de délibération qui ont été concertés avec les présidents de groupe et tels que j'en ai été informé, à savoir une intervention du groupe Avec vous pour Wattrelos sur le rapport numéro 4. Je n'ai pas été saisi d'autres demandes d'intervention. Y en a-t-il d'autres? Non. Bien, donc si personne ne s'oppose à cet ordre du jour, monsieur le secrétaire général, vous m'accorderez qu'il convient donc de l'appeler. J'en appelle donc l'ordre du jour. Les rapports présentés ont été soumis à l'examen des commissions finances, économie et administration générale et développement durable, urbanisme et travaux. Madame Desmet, vous avez les rapports numéros 1 et 2. Merci, monsieur le maire. Rapport numéro 1, rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes pour l'année 2021. Ce rapport qui vous est présenté aujourd'hui en application de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Il s'agit d'une obligation légale pour les collectivités de présenter, préalablement au débat sur le projet de budget chaque année, un rapport en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de nos services, ainsi qu'un descriptif des actions menées dans le cadre de cette loi pour l'accès des femmes à l'emploi, l'égalité salariale, la mixité des métiers et la lutte contre toutes les formes de violence. La présentation aujourd'hui de ce rapport concerne les chiffres pour l'année 2021. C'est pour moi l'occasion de réaffirmer de manière forte la volonté de développer toutes les actions qui vont dans le sens d'une égalité réelle entre les hommes et les femmes. En ma qualité d'adjointe du personnel, je serai très attentive à ce que les actions suivent. En témoigne le plan de formation 2023-2026 présenté hier en commission partenariale, dans lequel on retrouve un axe de formation spécifique concernant l'égalité homme-femme, en comprendre les enjeux et surtout repérer les moyens d'action. Cette volonté d'accompagner cette évolution est portée haut et fort, je le sais, par vous, monsieur le maire, et par toute notre majorité. Et toute la ville de Wattrelos, en sa qualité d'employeur, s'attache à l'exemplarité. En ce qui concerne notre collectivité, nous pouvons être fiers de l'évolution de ces dernières années. L'équilibre homme-femme est totalement respecté, et ce, à tous les niveaux. 59% des agents cadre A sont des femmes. Les postes à responsabilité sont maintenant occupés tant par des femmes que par des hommes. En matière d'avancement, d'échelon de grade, nous sommes là aussi exemplaires. Au bilan de formation de 2022, sur 160 agents partis en formation, 69% sont des femmes. C'est notre engagement, permettre aux femmes d'accéder à des formations pour permettre l'avancement de carrière. On retrouve toutefois dans ce rapport une représentation classique des métiers avec une surreprésentation masculine dans les filières techniques et une surreprésentation féminine dans le domaine de la petite enfance, des écoles ou des métiers médico-sociaux. Je l'ai déjà dit, c'est aussi un phénomène de société. Ce rapport 2021 témoigne, je le disais donc, d'une politique volontariste à l'échelle de notre commune. Nous allons poursuivre le travail de déprécarisation des contrats et on sait que ces contrats précaires concernent souvent des femmes, avec l'objectif de limiter au maximum les petits temps partiels. C'est très important pour la retraite des femmes. Vous avez souhaité aussi, monsieur le maire, une réflexion sur la sortie des contractuels, la sortie des parcours précaires et la valorisation de leurs vraies compétences. Le travail va se poursuivre dès après les vacances, la reprise après les vacances. Nous serons attentifs, avec l'instauration du RIF7, à ce que le régime indemnitaire soit lié à la fonction et non plus à la filière. Ce régime évoluera sur la base d'un principe simple. À fonction identique, régime indemnitaire identique, gommant ainsi encore plus les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Ce rapport a été présenté en CST, en comité social territorial. Il a été adopté à l'unanimité des organisations syndicales
et a fait l'objet d'un échange fructueux avec nos partenaires et un engagement à accélérer le travail en ce sens dans le cadre de nos lignes directrices. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous avons là un rendez-vous important. Il reste beaucoup de travail, mais c'est un beau défi devant nous. Pour en terminer, je tiens, monsieur le maire, à remercier tout le service des ressources humaines pour ce beau document, clair, précis. C'est le fruit, je le sais, d'un lourd travail. Je l'ai déjà dit, mais cette année encore davantage, puisque nous travaillons dorénavant sur un outil informatisé, uniformisé du CDG, mais qui dit nouvel outil, dit bien sûr prise en main et adaptation. Ils ont néanmoins toujours été disponibles pour répondre à nos interrogations, aux interrogations de nos partenaires syndicaux et toujours avec le sourire. Je remercie également les organisations syndicales pour la richesse des débats lors du CST. Deuxième délibération, politique de la ville, programmation 2023 du volet ouatrelausien du contrat de ville. Il s'agit d'une délibération traditionnelle, comme chaque année. Il vous est demandé de valider la programmation du contrat de ville cette année, pour l'année 2023. Chaque année, l'ensemble de nos partenaires, en premier lieu l'État, la MEL et la région, mobilisent des crédits spécifiques pour venir soutenir les projets à destination des habitants de nos quartiers et les cofinancer. Cette programmation est quelque peu rectifiée, vous est présentée sur table, car il y a eu un léger ajustement sur la première ligne de la part de l'État. C'est un programme qui répond au contexte de crise. Nous savons combien les crises actuelles fragilisent encore plus les habitants de nos quartiers prioritaires, que ce soit dans le décrochage scolaire, la précarisation de l'emploi, la précarité de certains, les violences intrafamiliales qui ont nettement augmenté, l'isolement social, la fracture numérique et bien d'autres domaines. Cette programmation 2023 a donc pour objectif de tenter d'apporter des réponses à ces difficultés. En témoignent quelques exemples. Le premier, c'est la priorité donnée par notre majorité à la réussite éducative. Un programme de réussite éducative dès l'âge de 2 ans, jusque bien au-delà de 16 ans. Avec un soutien renforcé pour les actions de soutien, rééducation, psychomoteur, psychologue, ergothérapeute, sophrologie, pour accompagner tout au long de sa scolarité le parcours des plus jeunes et notamment aussi le montage des dossiers MDPH des plus fragilisés qui parfois est bien complexe. La volonté d'étendre les actions du programme de réussite éducative et l'accompagnement individuel aux jeunes collégiens. À noter, je cite, un coup de cœur, c'est ainsi qu'ils l'ont nommé, conjointement de la part de l'État, la ville, la région et la MEL pour notre action coup de pouce lecture, qui vise, comme son nom l'indique, à donner un coup de pouce aux plus jeunes à l'entrée dans la lecture. Puis il y a des actions d'accompagnement dans le domaine de la santé, menées par nos partenaires d'Actijeunes et des centres sociaux. Un soutien cette année affiché au CIDFF, le Centre d'information des droits de la femme et la famille. Et une nouvelle action, nommée Opus, portée par la MEL et l'Orchestre national de Lille. Cette action va remplacer Demos pour permettre aux enfants du quartier de la Martinoire et de la Mousserie de découvrir la musique et s'initier à la pratique orchestrale, également à la pratique d'un instrument. Comme vous le voyez, nous poursuivons notre politique culturelle avec l'ambition d'un parcours culturel d'excellence pour nos jeunes ouatrelausiens, pour tous nos jeunes et surtout ceux issus des quartiers politiques de la ville. Il y a bien sûr également la poursuite du soutien aux innovations, au développement durable, au zéro déchet ou à la protection de la nature. À noter que cette programmation et l'investissement financier de la ville permet à nos partenaires associatifs, centres sociaux, Actijeunes, Horizon 9, Agir.com, de pouvoir lever des fonds complémentaires auprès de l'État, la région et la MEL. Cette année en tout, ce sont 45 projets qui sont directement soutenus par la ville et ses partenaires financiers, déployés sur le territoire ouatrelausien au bénéfice de ses habitants. Une enveloppe de 272 882 € de crédits spécifiques pour notre ville et une enveloppe de 319 240 de crédits spécifiques État et 127 551 pour la région. C'est une belle programmation qui concourt au soutien que nous apportons aux structures associatives et qui vise à améliorer le quotidien des habitants des quartiers prioritaires. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci, madame, de ces éclairages au-delà des 2 délibérations qui, évidemment, ont un caractère technique parce qu'elles comportent beaucoup de chiffres. Vous avez
Vous êtes ingénieux à nous les mettre en perspective et je vous en remercie. Je précise que le tableau de la délibération numéro 2, comme vient de le préciser Madame de Smet, a été modifié. Ce tableau qui concerne la politique de la ville et qu'il a été transmis au président de groupe et déposé sur vos tables. Je précise également que s'agissant là aussi du rapport numéro 2, M. Benjamin Cailleret ne participe pas au vote en raison de son lien professionnel avec un porteur de projet. Voilà, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Je pense que je peux mettre aux voix les deux rapports en même temps. Pas d'élection. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, c'est donc adopté à l'unanimité. Merci, madame. On en arrive à mes rapports. Et mes rapports, c'est les rapports 3 à 10. Et en particulier, évidemment, personne ne souhaite m'empêcher de présenter d'abord le rapport numéro 3 et 4 qui concerne à la fois la présentation du budget et de la fiscalité. Les pages modifiées numéro 2 et 54 du document budgétaire simplifié ont été envoyées au président de groupe et déposées sur vos tables. Voilà, donc je vais examiner ces rapports 3 et 4 et comme à l'accoutumée, pour vous exposer les grandes orientations générales de ce budget 2023, je vous propose une présentation numérique. Voilà. C'est visible, vous aurez le compte-rendu. Hein. Rassurez-vous, il sera exhaustif. Bien, chers collègues, donc pour présenter ce budget 2023, je vous propose très originalement de vous le présenter en 3 parties. D'abord, évidemment, examiner avec vous la toile de fond du budget 2023, avec un rappel rapide du contexte économique et du contexte législatif, et puis un coup de projecteur aussi sur l'année 2022, qui a été très particulière, puisque pour la ville, comme pour toutes les communes d'ailleurs, elle aura nécessité des ajustements de dépenses significatifs au second semestre à travers le budget supplémentaire. On l'a déjà évoqué. Dans une deuxième partie, je tiens à rappeler que nous conservons toujours la même stratégie financière fondamentale, même si, évidemment, dans le nouveau contexte que j'évoquais il y a un instant, nous adaptons cette stratégie et je vous dirai comment. Enfin, dans la troisième partie, ce sera très classiquement aussi la carte d'identité du budget 2023 à travers ces 3 composantes, le fonctionnement, l'investissement et l'endettement. Dans le fonctionnement, on mettra l'accent sur l'épargne consolidée et la fiscalité en baisse. Comment y parvient-on? D'abord par des dépenses de fonctionnement encadrées et des tarifs inchangés, d'où un autofinancement qui sera lui-même conforté et une baisse possible du taux de taxe foncière que je vous présenterai. Côté investissement, conformément à ce qui avait été évoqué dans le rapport d'orientation budgétaire, nous préconisons une pause pour préparer l'avenir. J'y reviendrai dans un instant, tout en affirmant en 2023 et sans doute en 2024 une priorité forte sur les investissements de transition écologique. Enfin, s'agissant de l'endettement, je présenterai une ligne de force aussi de ce budget 2023, à savoir un désendettement accéléré. La toile de fond du budget 2023, je l'ai dit, c'est un rappel des différents contextes, d'abord du contexte économique. On se souvient qu'au sortir de la récession de 2020, l'économie mondiale avait connu une forte reprise qui s'est trouvée en revanche très freinée par les conséquences de la guerre en Ukraine, l'envol des prix de l'énergie et de l'alimentation et la résurgence de tensions inflationnistes qui elles-mêmes provoquent une hausse des taux d'intérêt. Depuis, justement, sur cette évolution-là, la Banque mondiale, en ce début d'année 2023, a fortement abaissé ses prévisions de la croissance mondiale à 1,7%. Il y a 6 mois encore, elle prévoyait 3%. 1,7% pour la croissance mondiale, c'est le 3e plus bas niveau en 30 ans de la croissance mondiale. Ce sont les économies avancées, plus communément appelées les économies occidentales, qui subissent le coup de frein le plus fort, 0,5% de croissance globalement attendue en 2023 après 2,5% en 2022. L'économie européenne, dans ce contexte, résiste mieux que redouté. Elle a fait 0,1% de croissance au 4e trimestre 2022, soit en année pleine 3,5%. Mais elle ne devrait faire que 0,7% d'augmentation de la croissance en 2023. Finalement,
Ce sont les dernières informations économiques disponibles. Finalement, disais-je, ni l'Allemagne, qui réaliserait 0,2% en 2023 après plus 1,8% en 2022, ni l'Italie, qui devrait faire 0,6% en 2023, ne devrait entrer en récession en 2023, ce qui est une bonne nouvelle pour l'Europe et en particulier pour l'économie française. En Europe, si le chômage reste au plus bas, l'inflation est néanmoins élevée, 9,2% de moyenne, et les taux de la Banque centrale européenne, je cite dans le PowerPoint le taux REFI, qui est le taux du refinancement phare, si je puis dire, de la Banque centrale européenne, est à 3% depuis hier, d'ailleurs très précisément. Et les taux de la Banque centrale européenne sont les plus élevés depuis 2008, et nous savons combien ils savent se propager sur les marchés, notamment au taux du crédit, et donc peuvent jouer un rôle de frein à la fois sur l'inflation, c'est l'objectif, mais aussi sur le rythme d'évolution de l'activité. La France, dans ce contexte, ralentit, mais elle évite, elle aussi, la récession. Après 6,8% d'augmentation en 2021, la croissance devrait être de 2,6% en 2022, avec au dernier trimestre 2022, plus 0,1%. Cette croissance est soutenue par l'investissement des entreprises et l'exportation, tandis que sous la pression de l'inflation, qui est de 5,9% ici sur un an en ce début d'année, la consommation des ménages fléchit. La prévision de croissance pour l'économie française en 2023 est comprise, selon les observateurs, entre 0,3 à 1%. 1% n'est pas impossible, 0,3% est un minimum, approuvé de manière consensuelle. Voilà pour le contexte économique. Quid du contexte législatif ? Je ne vais pas le détailler, mais ce contexte législatif, il repose sur deux textes. D'abord, la loi de finances initiale pour 2023, qui, comme nous l'avons dit au moment du débat d'orientation budgétaire, prône la stabilité des dotations aux collectivités locales, s'agissant notamment de la dotation forfaitaire, mais augmente de 90 millions d'euros, comme les années précédentes, la dotation de solidarité urbaine pour les communes les plus pauvres. Elle maintient l'enveloppe des SIL pour le soutien à l'investissement local et une enveloppe qui est cependant renforcée par le fonds vert à hauteur de 2 milliards d'euros pour financer les investissements de transition énergétique. Finalement, et c'est une bonne nouvelle, même si elle ne nous contraignait pas, nous, Ville de Wattrelos, mais c'est une nouvelle qui a été approuvée par toutes les associations d'élus, finalement, disais-je, il n'y a pas de dispositif sanction sur l'évolution des dépenses de fonctionnement, comme ça avait été un temps évoqué, et ça a été supprimé en troisième lecture à l'Assemblée nationale. Deuxième grand texte qui conditionne l'évolution des dotations législatives, de la donne législative, la loi de finances rectificative pour 2022. Je vous rappelle la revalorisation de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires au 1er juillet 2022. Je vous rappelle aussi le dispositif filet de sécurité qui permet à l'État de venir soutenir les dépenses supplémentaires, à la fois de dépenses d'énergie et dépenses de financement, de revalorisation des points d'indice, si la commune concernée connaît une perte d'au moins 15% de son épargne brute en 2022. Nous devrions en bénéficier. 0,4 millions d'euros, 400 000 euros, un petit peu moins d'ailleurs, ont été déjà versés à la ville de Wattrelos en 2022 sous forme d'avance. En 2023, nous avons un solde qui est prévisible à hauteur minimale de 600 000 euros, 600, 700, 800. Nous verrons le décompte final évidemment sur les comptes du 31 décembre en accord avec les services préfectoraux. Un dernier rappel sur ce cadre législatif. Je rappelle que la taxe d'habitation disparaîtra définitivement en 2023 pour les résidences principales, puis pour ceux qui la payent encore, et que la taxe foncière, dorénavant, est l'impôt communal quasi exclusif d'une commune comme la nôtre. Voilà pour, sur la toile de fond, les éléments de contexte. D'éléments de contexte, regardons aussi l'année 2022. Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement en 2022 ? Quelques mots donc dans la toile de fond pour parler de cette année sur laquelle nous commençons à avoir des prévisions chiffrées maintenant assez fines. 2022, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, aura nécessité des ajustements de dépenses significatifs. Pourquoi ? À cause de la poussée des dépenses énergétiques et d'alimentation qui a impliqué une augmentation des crédits budgétaires au second semestre. Je l'ai rappelé, nous les avons votés lors du budget supplémentaire. Pourtant, lorsque nous avions construit notre budget primitif 2022, nous avions déjà pris en compte un certain nombre de revalorisations
elles n'ont pas été suffisantes et voilà pourquoi nous avons dû mettre ces budgets supplémentaires ces crédits au budget supplémentaire à l'été 2022. Je les rappelle très rapidement. En matière d'énergie, pour l'électricité, en 2021, nous avions une facture de 749 000 €. Nous avions inscrit 948 000 au BP 2022. Elle aura été finalement d'1 178 000. Pour le chauffage, nous avions réalisé en 2021 969 000. Au BP, nous avions prévu 990, ça aurait été finalement 1 570 000. En éclairage public, nous avions réalisé en 2021 439 000 €. Nous avions anticipé 504 au BP 2022, ça aura été finalement 775 000 €. Enfin, pour la restauration, nous avions réalisé en 2021 865 000 €. Nous avions anticipé une revalorisation à 1 010 000 € en BP 2022 et finalement, la facture finale aura été d'1,3 million. Chacun le voit, sur ces 4 postes qui ensemble pèsent à peu près un peu plus de 3 millions, pesaient 3 millions en 2021. Au BP 2022, nous avions majoré de 400 000 €. Puisqu'on était à 3,45 millions inscrits au BP, et nous avons dû rajouter 1,4 million lors du budget supplémentaire, car la facture finale aura été de 4,82 millions €. Chacun voit bien que la hausse aura donc été sur ces 4 postes de dépenses de 1,8 million € sur 2022, soit une augmentation de 59% sur le réalisé 2021. Cette augmentation des dépenses, alors que nous n'avons pas connu une même augmentation de nos recettes, a évidemment eu des conséquences sur les résultats. De ce fait, même s'ils demeurent positifs, et c'est aussi l'essentiel, les résultats de l'exercice 2022 plongent, sans pour autant retrouver les chiffres défavorables de 2020. Le résultat de l'exercice, à quelques virgules près, mais c'est l'ordre de grandeur, en 2021 avait été de 2 914 000 €. Il devrait être en 2022 de 2 036 000 €, soit une baisse de 30%. Et l'épargne brute, qui était de 3 899 000 € en 2021, devrait être de 2 760 000 € en 2022, soit une baisse de 29%, supérieure donc à ce seuil de 15% que j'évoquais tout à l'heure et qui nous permet d'être éligible au filet de sécurité par l'État. Compte tenu de la baisse de l'épargne brute, chacun comprend évidemment que l'épargne nette de 2022 aura été négative. Pour autant, et j'en termine sur ce panorama de l'année 2022, le matelas que la ville avait antérieurement continue de donner à la ville, nonobstant ses résultats de l'année 2022, une bonne assise. En effet, le résultat cumulé de fonctionnement 2022 s'inscrit malgré tout encore à un bon niveau. Vous le voyez, parce qu'il ressort à 6 870 000 €, c'est-à-dire qu'il est, si vous regardez l'histogramme qui vous est présenté, le double de celui de 2016 où il était de 3 457 000 €. On est légèrement en retrait de celui de 2021 et de 2020. Néanmoins, comme je l'ai dit, cela reste un bon niveau qui nous assure une bonne assise financière dans le passage de cette année 2022 si intense en croissance des dépenses énergétiques et d'alimentation. Arrivons à la deuxième partie. Qu'en est-il de notre stratégie ? Notre stratégie financière fondamentale demeure. Néanmoins, évidemment, puisqu'il y a un nouveau contexte, elle s'adapte. Quelle était, je le rappelle très rapidement, notre stratégie de long terme telle que nous la développons depuis maintenant plusieurs années ? Ça tient en 4 points. Conforter durablement les ressources sans utiliser le levier fiscal. Deuxième élément, dégager un autofinancement positif et pour cela, encadrer durablement les dépenses de fonctionnement. Troisièmement, réduire le stock d'endettement progressivement. Enfin, tirer parti de l'élargissement des bases taxables pour réduire progressivement le taux local de la taxe foncière. Ça, c'est notre stratégie financière fondamentale pluriannuelle. Il y a un nouveau contexte. Je l'ai dit tout à l'heure, quel est-il ? L'inflation, la hausse des dépenses exogènes, le personnel, l'énergie, l'alimentation, l'existence de taux d'intérêt dorénavant élevés et enfin des besoins sociaux qui augmentent. Face à ce nouveau contexte, comment adaptons-nous notre stratégie ? Là aussi, je l'ai déjà exposé lors du débat d'orientation budgétaire. La stratégie 2023 se veut de prudence et de résilience. Et ça tient là aussi en 4 inflexions. Première inflexion, revoir les choix d'investissement.
en n'engageant pas d'investissement susceptible d'être déséquilibrant, en privilégiant l'opportunité de financement externe renforcé, à travers en particulier le plan Piscine 2, en accélérant les investissements porteurs d'économie d'énergie, puisque par nature, ces investissements vont jouer un rôle favorable sur nos dépenses de consommation énergétique dans les années qui viennent. Deuxième inflexion, réduire l'appel à l'emprunt. Troisième inflexion, encadrer les dépenses de fonctionnement pour conforter l'épargne. Enfin, faire face aux besoins sociaux. Et pour cela, comme je l'avais annoncé, augmenter le budget d'aide sociale et d'associations partenaires, mais aussi en accentuant la baisse du taux de taxe foncière. Je vous ai présenté la toile de fond de ce budget 2023. Quelle en est l'évolution de la stratégie financière sous-jacente en s'adaptant au nouveau contexte économique et financier? Comment mettons-nous donc en œuvre cette stratégie? C'est la troisième et dernière partie que je voudrais vous présenter dans un triptyque assez classique, fonctionnement, investissement, endettement, via cette carte d'identité du budget 2023. Carte d'identité du budget 2023, d'abord le pôle fonctionnement. Un résumé, une épargne consolidée, une fiscalité en baisse. Des dépenses de fonctionnement qui sont encadrées dans ce budget et des tarifs inchangés. Les dépenses de fonctionnement 2022 ont été augmentées au BS 2022, je l'ai dit. Celles du budget primitif 2023 ne connaissent qu'une hausse limitée par rapport au réalisé 2022, 2,4% en moyenne. Le total du budget passe de 54,89 millions d'euros à 56,20, soit cette hausse de 2,4%. Je cite néanmoins quelques postes. Les charges générales passent de 9,60 millions au réalisé 2022. Je parle du compte administratif réalisé 2022 à 9,95 dans le budget primitif, une majoration de 3,6%. Le personnel, nous avons réalisé un niveau de dépense de 34,54 millions d'euros en 2022. Nous prévoyons de manière là aussi prudente 35,51 millions d'euros en 2023, soit une majoration de 2,8%. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'effet en année pleine de la revalorisation des 3,5% de points d'indice l'année dernière. On n'a eu qu'une demi-année d'ailleurs compensée partiellement par l'État. Deuxième élément, le RIFSEP. Troisième élément, les politiques mises en œuvre qu'a pu évoquer il y a un instant Myriam Desmet. Prudemment, voilà, nous pensons possible ce montant. Les charges financières vont subir, on est pour l'essentiel sur des taux fixes sur nos emprunts, vous le savez. Compte tenu de l'évolution des taux, il n'est pas déraisonnable de penser, puisqu'il y en a une partie qui est liée à l'inflation, que les charges financières progresseront très légèrement d'1,72 million d'euros à 1,74 million d'euros, soit une majoration d'1,3%. Voilà pour l'évolution de nos dépenses. Comme vous le voyez, elles restent dans leur globalité assez contenues, très inférieures à l'évolution de l'inflation. Il n'y a, dans cette construction budgétaire, pas de changement des tarifs municipaux en 2023. Il faut le dire et le répéter, ni cantine, ni CLSH, centre de loisirs sans hébergement, ni spectacle, ni aucune activité municipale qui est facturée ne donneront lieu à une augmentation des tarifs. C'est en soi, compte tenu des coûts qui nous sont à acquitter par ailleurs, un résultat politiquement fort. Mais quelques soutiens néanmoins accrus dans ce projet de budget sur la ligne des subventions. Pour le CCAS, comme je viens de le dire, une augmentation de 50 000 euros sur la subvention qui représente une augmentation de 65% du budget d'aide sociale qui va permettre la mise en œuvre du plan Nouvelle Solidarité qui nous a déjà été présenté et qui a été validé par le conseil d'administration du CCAS. Et j'ajoute que le CCAS, sur proposition de son vice-président délégué, va prochainement relever encore, pour tenir compte de l'inflation, ses barèmes d'intervention sociale sur une hauteur à peu près de 6%, de manière à pouvoir faciliter et améliorer le soutien aux Waterloosiens qui sont les plus en difficulté. Augmentation des usages pour le CCS, augmentation aussi pour des associations partenaires, dans l'attente de leur compte au 31 décembre, car les estimations que nous avons étaient pour l'instant au début du 4e trimestre, et donc il y a lieu de voir en fin d'année ce qu'auront été le solde des augmentations et des éventuelles économies sur chacun des comptes. Pour l'heure, nous avons inscrit 50 000 euros supplémentaires à l'ordre d'Actigone et 27 000 euros à l'ordre des centres sociaux. Voilà en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement.
Comme par ailleurs ces dépenses sont encadrées et que les recettes s'améliorent, j'y reviens dans un instant, nous construisons ce budget sur la base d'un autofinancement qui est conforté. Le budget 2023, non seulement donc, se fait sur un autofinancement qui est très correct, 1,94 million d'euros, mais qui est supérieur à ces 2 dernières années et l'un des meilleurs de la décennie, comme vous le prouve l'histogramme qui est actuellement publié. Puisque vous voyez qu'en 2014, l'épargne préalable était de 500 000 euros, elle n'était que de 50 000 en 2015, 400 000 en 2016, je ne vais pas lister toutes les années, mais vous le voyez depuis 2021, 2022, 2023, on est supérieur à 1,9 million, 1,940 000. Et donc un résultat d'autofinancement très correct. Il est parmi les plus élevés. C'est ce qu'on appelle l'épargne préalable. C'est le virement qu'on fait de la section fonctionnement pour financer l'investissement. Cette épargne préalable est parmi l'un des plus élevés des 20 dernières années, 4 fois supérieur à celui de 2014. C'est notre financement propre, en quelque sorte, et en le confortant, nous réduisons évidemment le recours à l'emprunt. Troisième composante dans cette présentation du fonctionnement, un autofinancement conforté, mais une baisse aussi possible du taux de taxe foncière, grâce au soutien du gouvernement, ces dotations et le filet de sécurité que j'ai présenté il y a un instant, et à l'amélioration des recettes fiscales, notamment avec l'élargissement des bases, dû en particulier à la stratégie suivie pour la création de nouveaux immobiliers d'entreprise ou d'habitat, et comme évoqué lors du ROB, pour améliorer l'attractivité fiscale de la ville, mais aussi le pouvoir d'achat des contribuables waterlooziens, notre majorité estime possible une baisse fiscale. Bien sûr, cette baisse fiscale se traduit dans la taxe d'habitation, puisqu'elle va disparaître à cause de la réforme gouvernementale, ou grâce à la réforme gouvernementale, en 2023 pour ceux qui la payent encore. Mais cette taxe d'habitation restera inchangée, en revanche, sur les résidences secondaires. Nous avons choisi de ne pas utiliser ce vecteur qui, d'ailleurs, serait de faible portée compte tenu du très faible nombre de résidences secondaires sur le territoire de la ville. Mais surtout, ce BP 2023 repose sur une baisse de 1 point de la taxe foncière. C'était un engagement. Si l'assiette fiscale s'élargit, nous baissons le taux, si on en a bien sûr la possibilité. Je rappelle qu'en 2020, nous avons baissé la taxe foncière sur les propriétés bâties de 0,40 points, soit une baisse de moins 0,8%. En 2022, l'an dernier, nous avons baissé la TFPB de 0,29 points, soit une baisse de moins 0,6%, et la TFPNB, c'est-à-dire la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de moins 0,48 points, soit une baisse de moins 0,4%. Cette année, pour 2023, le projet de budget, mes chers collègues, qui vous est présenté, repose sur une baisse de la TFPB de 1 point, soit une baisse de moins 1,5%. Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties passerait ainsi, si vous le votez, de 68,50% à 67,50%, c'est la délibération connexe à cette présentation budgétaire. Plus précisément, le taux ville de TFPB, auquel s'ajoute la fraction départementale de 19,29%, est donc passé de 49,90% en 2019 à 48,21% en 2023. Cela représente une baisse de 3,4%. Nous étions engagés dans le programme électoral à une baisse de moins 4 à moins 5%. Comme vous le voyez, nous tenons nos engagements et je fais observer d'ailleurs que le mandat n'est pas terminé. Voilà pour la première partie de cette carte d'identité du budget 2023. Elle n'est pas la moindre, vous me l'accorderez. La deuxième partie concerne les investissements. Les investissements, comment caractériser le budget 2023 ? D'abord par une pause pour préparer l'avenir. Ça a déjà été précisé dans le rapport d'orientation budgétaire, je ne vais pas y revenir dans le détail, mais chacun l'a compris, dans le nouveau contexte, la ville n'engagera pas de gros investissements qui nécessiteraient de gros emprunts et qui grèveraient trop lourdement par les remboursements l'épargne d'aujourd'hui et de demain. Au contraire, pour préparer l'avenir et notamment la participation de la ville au plan piscine de la MEL, l'objectif est de conforter l'épargne et de diminuer plus vite que prévu l'endettement. Pas de gros investissements, disais-je, mais des investissements cependant. Ce sont les investissements pluriannuels antérieurs. Je pense à la participation à la ZAC Centre-Ville pour 120 000 euros. Je pense au columbarium, cimetière du Centre, 40 000 euros. Je pense à l'entretien des écoles pour un petit 200 000 euros. Pour la vidéoprotection phase 5 que nous voterons tout à l'heure pour 120 000 euros. Je pense aussi à l'engagement effectif de Saint-Maclou. Les échafaudages vont s'installer dans les tout prochains jours. Et à partir de 2023, ce chantier va s'engager concrètement.
Ces travaux de Saint-Maclou sont budgétés pour 1,5 million d'euros sur l'exercice 2023, plus exactement sur l'exercice 2022. C'est pour ça que vous ne les voyez pas apparaître dans les comptes, puisqu'il s'agit d'un report de crédit. Une modernisation informatique également nécessaire s'engage avec la gestion du temps de travail, une modernisation de l'environnement numérique, la sécurisation de nos outils informatiques à hauteur de 331 000 euros dans ce budget primitif. Enfin, compte tenu de la ZFE prochaine, c'est-à-dire la zone à faible émission, il ne faut pas non plus nier qu'il nous faut accélérer les changements de véhicules. 241 000 euros sont prévus en 2023, mais selon la date d'application effective de cette ZFE, nous devrons poursuivre cet effort sans doute en 2024 et en 2025. Pause, disais-je, globalement, mais pas interdiction d'investissement pour cette année 2023, mais une année 2023 qui permettra d'affirmer une priorité forte sur les investissements de transition écologique. Le nouveau contexte de l'envol des dépenses énergétiques nous incite, comme cela a été dit, encore une fois dans le ROB, à accélérer les investissements porteurs d'économie d'énergie et de développement durable. De nouveaux investissements d'économie d'énergie font leur apparition, avec la pose de panneaux photovoltaïques pour des bâtiments énergivores. Je pense au groupe scolaire Lavoisier, je pense au réfectoire Jean-Zé, je pense à la cuisine centrale, à hauteur de 250 000 euros. La poursuite du programme de changement de chaudière pour des équipements plus économes, et nous avons vu d'ailleurs les économies réalisées en termes de consommation, même si malheureusement les prix sont moins réservés, à hauteur de 170 000 euros. La réfection de l'étanchéité thermique de bâtiments municipaux à hauteur d'à peu près 100 000 euros. Chacun de ces projets est éligible au fonds vert de l'État, à hauteur de 40% hors taxe, et à la DSIL, là aussi de l'État, dans une fourchette comprise selon la nature des investissements entre 10 et 20%. Autre gros projet, la modernisation de l'éclairage public, des projecteurs du stade changés en LED, le remplacement de 500 lanternes, des horloges synchronisées, 220 000 euros. Cet investissement est éligible au fonds de concours bas carbone de l'AMEL. À ces nouveaux investissements d'économie d'énergie s'ajoutent évidemment les investissements de développement durable que nous avons déjà engagés et que nous poursuivons de manière pluriannuelle sur ce mandat à travers la politique ville-nature. Je pense au parc urbain, la réfection des sols des jeux, les allées ou les jeux inclusifs à hauteur de 208 000 euros. Je pense au service des espaces verts, les jardinières, les biobox, les plantations, les clôtures, les serres, les petits et gros matériels. Je ne suis pas exhaustif dans mes citations, à hauteur de 345 000 euros. Chacun le voit. Ces investissements liés à l'environnement, à la transition écologique, représentent quand même 1,3 million d'euros en 2023. Nous avons, chers collègues, examiné le fonctionnement, l'investissement. Le solde de tout cela, c'est aussi l'évolution de l'endettement, et ce sera donc le dernier point de ma présentation, puisque nous faisons le choix, dans ce budget primitif 2023, d'un désendettement accéléré. Moins 1 million d'euros du stock de dette entre fin 2022 et fin 2023. La stratégie depuis 2011, vous le savez, est celle d'un désendettement progressif. Pour cela, les emprunts nouveaux levés sont, chaque année, d'un volume moindre que les remboursements d'emprunts antérieurs. Ainsi, en 2023, il est prévu de lever 2,80 millions d'euros d'emprunts nouveaux et de rembourser 3,76 millions d'euros d'emprunts anciens, ce qui veut dire une diminution de 960 000 euros de stock de dette. On m'accordera globalement proche d'1 million. Donc, le graphique sur votre gauche présente l'évolution au 31 décembre de notre stock de dette, de son point haut qui était en 2011. Donc entre 2011 et 2023, on est passé de 58,5 millions à 53,67 à fin 2023. Le stock de dette s'inscrit en deçà donc du seuil de 54 millions d'euros à 53,67 millions d'euros, soit quasiment une baisse de 10% en 10 ans. Un autre indicateur qui mérite aussi un intérêt, c'est celui de l'encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement et qui, sans doute mieux que tout autre, montre l'amélioration du desserrement de la contrainte financière sur nos comptes et donc l'amélioration de notre autonomie financière. La dette totale repasse en dessous du seuil symbole de 100% des recettes. Sur au numérateur, vous mettez
l'encours de la dette, vous mettez au dénominateur les recettes réelles de fonctionnement. Si vous passez en dessous des 100%, c'est-à-dire que l'encours de la dette est inférieur à la somme annuelle de vos recettes réelles de fonctionnement. Donc nous passons en dessous du seuil symbole des 100%. Nous sommes passés au CA 2022 à 99,97%. La baisse est plus nette en 2023 puisque nous serions à 97,99% en 2023, donc nettement en dessous du seuil de 100%. Pour ceux qui ont la curiosité de faire un peu de benchmarking, je me permets de rappeler que ce ratio est de 116% à Tourcoing et que s'agissant de Lille, j'ai noté, puisque le conseil municipal s'est réuni ces jours-ci, qu'aux 353 millions de stocks de dette de la ville de Lille, la ville prévoyait dans son BP de 96 millions d'euros d'emprunts nouveaux, ce qui veut dire un stock de dette de 449 millions d'euros. Et si vous rapportez les recettes de fonctionnement qui sont à 412 millions d'euros, vous voyez que le ratio lillois, lui, est à 109%. C'est parfois intéressant de regarder ce qui se passe chez les voisins. Et parfois, cela console, pour reprendre une expression célèbre. Alors, mes chers collègues, donc pour conclure, comme cela avait été annoncé, je n'ai pas envie d'être plus long lors du débat d'orientation budgétaire, le budget primitif 2023 tel que j'ai l'honneur de vous le présenter au nom de la majorité municipale. Il limite la progression du budget à 2,4% en se calant sur le budget 2022 et il permet de faire face, cependant, au fonctionnement des services. Il augmente de 2/3 le budget de l'action sociale pour mettre en œuvre le plan Nouvelle Solidarité et autorise un relèvement des barèmes d'intervention sociale. Il réorganise le calendrier des gros investissements pour préparer notamment la participation de la ville au plan piscine de la MEL et priorise des investissements porteurs d'économie d'énergie, qui seront cofinancés largement par l'État et la MEL. Il réduit la dette d'1 million d'euros. Il baisse de 1 point, 1,5%, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Et dans les mois qui viennent, mes chers collègues, vous verrez, je suis prêt à prendre le pari, bien plus de villes qui vont augmenter leur taux de taxe foncière que de les baisser. J'ai déjà pu voir que depuis le début de l'année, au-delà de la ville de Paris avec ses 50%, Lyon avec ses 9%, Mulhouse avec ses 5%, Grenoble qui a déjà annoncé une hausse entre 15 et 25%, ou Limoges qui a annoncé une hausse de 10 à 15%, font partie de ces communes qui vont augmenter leur taux de taxe foncière. Nous le baissons. Et nous n'augmentons avec ce budget aucun tarif municipal. Voilà, dans le contexte que nous connaissons, mes chers collègues, c'est un budget en même temps prudent et résilient, à la fois pragmatique, réaliste et efficace, que j'ai l'honneur de vous présenter et que je vous propose évidemment de voter le plus largement possible. Voilà, sur cette présentation, j'espère, nonobstant tous ces chiffres, ne pas avoir lassé nos auditeurs non plus qu'aucun d'entre vous, et je n'ai été saisi que d'une seule demande d'intervention. Donc, Monsieur Ritchie, je vous passe la parole sur ce rapport numéro 4. Merci, Monsieur le maire. Dès qu'on aura remis la lumière, bien sûr. Nous avons, comme chaque année, étudié ce budget primitif avec la plus grande attention, et si nous n'allons pas débattre de chaque ligne, quelques réflexions s'imposent tout de même. Le budget a augmenté de 3,9 millions d'euros par rapport à 2021, dont 2,1 millions d'euros supplémentaires entre les impôts et taxes et les dotations et participations. Cependant, malgré cette augmentation du budget, les investissements baissent de manière très significative. La baisse de ces dépenses d'investissement de la commune passe de 12,9 millions en 2021 à 8 millions d'euros en 2023. Cette chute brutale est inquiétante et mérite une attention particulière. Et ce ne sont donc pas uniquement les augmentations des prix de l'énergie qui peuvent l'expliquer. Elle n'est pas anodine et trace le devenir de la ville, faute d'investissement. Une baisse aussi importante aura, sans contexte, des conséquences négatives sur le développement de notre ville. La réduction des dépenses d'investissement indique non seulement une absence de priorité pour les projets d'infrastructure et de développement, mais aussi une absence de ressources pour les financer. Mais comment peut-il en être autrement quand la ville, après avoir annoncé un grand renfort de PowerPoint, qui dit une piscine, qui dit une salle de spectacle, qui de rénovation en promesses non tenues, se voit contrainte d'annoncer que cela ne se fera pas ou se fera quand les finances de notre ville le permettront, un jour peut-être.
ou se feront, mais bien entendu avec les finances des autres. C'est-à-dire, on ne sait pas trop quand. Vous allez faire subir à notre ville et à son budget une cure d'amaigrissement drastique et vous vous targuez de diminuer de façon significative son endettement en 2023. Nous en serions heureux si cette diminution ne cachait pas en réalité une réalité tout autre. Vous n'avez pas le choix, elle s'impose à vous, car cet endettement trop important ne vous permet pas de lever les emprunts nécessaires afin de financer les projets d'avenir structurants dont notre ville a besoin. En 2021, tenant compte de la situation sanitaire et de ses effets sur les finances de la ville, nous avions soutenu le budget primitif. Notre groupe avait à l'époque envoyé un signal fort dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, envoyant le message d'une opposition responsable et constructive. En 2022, notre groupe avec vous pour Waterloo, avait voté contre le budget que nous avions qualifié de déraisonnable au possible. Cette année, notre groupe votera donc contre ce budget primitif. Si nous saluons le soutien aux associations qui demeurent, cela ne suffit malheureusement pas et nous regrettons l'abandon du budget en soutien de nos commerces. J'en ai terminé, monsieur le maire. Bien. Vous êtes vraiment très, j'allais dire contrariant. Ça, pour une opposition, ce serait bien normal, mais extrêmement contrasté, monsieur Richer. Vous avez passé votre temps ces dernières années à dire qu'il fallait privilégier la diminution de l'endettement et parce que le pesait lourd. Bon, on a toujours fait face à nos engagements, on n'a jamais eu de problème de dette et aucun observateur financier objectif ne peut dire que la ville a un problème de dette, bien au contraire. On fait face à nos endettements et on peut assumer notre renouvellement courant. Nous sommes devant aujourd'hui, et alors aujourd'hui vous me dites, d'ailleurs vous n'insistez pas sur la baisse du stock de dette, vous dites, ah oui, vous réduisez les investissements. Ben oui, pour deux raisons. La première, parce qu'on va accélérer quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire par nous-mêmes, qui est la réalisation d'une piscine en participant au plan piscine de la métropole européenne de Lille. J'en rappelle le contenu, je l'ai reprécisé. La MEL va décider de construire, elle va le décider dans les mois qui viennent, entre 5 et 6 piscines sur le territoire de la métropole, là où il y a un club, là où il y a un foncier disponible, là où il y a des capacités financières des villes pour pouvoir abonder la démarche financière, et là où il y a un besoin pour l'apprentissage de la natation. Nous avions inscrit à notre programme le fait que, en améliorant les recettes de la ville, dans la stratégie de long terme que nous suivons, à savoir nouvelles entreprises, nouveaux logements, reconquête des friches industrielles, nous avions inscrit cela à partir de 2025-2026, lorsque nous aurions la capacité nous-mêmes de faire. Depuis, des événements se sont produits. 2020, 2021, la Covid, qui a fait plonger les recettes et qui a reporté des travaux d'investissement, à commencer par ceux de Saint-Maclou, pour des raisons techniques et en aucune manière financière, comme parfois vous l'avez écrit. La salle de spectacle est un autre report dommageable, mais une salle de spectacle à 6 millions, nous pouvions nous la faire. Une salle de spectacle à 11 millions, en levant 9 millions d'emprunts, ce n'est pas possible. Donc, dans le d'abord de orientation budgétaire, j'ai annoncé que ce projet-là, dans cette configuration-là, nous étions contraints de le reporter ultérieurement. Et pourquoi nous le reportons? Parce qu'il y a aussi un facteur d'opportunité, c'est l'intervention de la MEL sur le dossier de la piscine. Nous serions, je l'ai dit, les derniers des idiots du monde à ne pas nous inscrire dans cette stratégie et à laisser passer le train. Vous nous le reprocheriez. Une piscine correspond à l'apprentissage nécessaire de la natation pour les jeunes waterlosiens, les jeunes scolaires. Qui peut nier qu'on puisse en avoir besoin? Nous avons un club. Nous avons depuis 18 mois, avec Jean-Philippe Dumoulin, et on ne l'a pas fait innocemment, construit des études techniques qui nous rendent les choses opérationnelles rapidement. Il nous reste donc à construire les bases financières de notre capacité à intervenir. C'est quoi l'intervention? Sur une piscine de 11 millions, là, enfin on va dire 10, si on dit 11 millions hors taxe, un TTC, on va dire 10. Allez, 10 millions, c'est plus simple pour les calculs. La MEL va financer 70% de l'investissement, donc 7 millions. Il y a 3 millions à trouver. Soit on l'a fait en intercommunal avec une autre ville, soit on le fait tout seul. Si on le fait tout seul, ce qui n'est pas impossible, 3 millions pour nous à faire. Donc 3 millions à lever d'emprunt, puisque
Ce n'est pas de l'épargne, ce sera de l'investissement, donc on les fera en levant les emprunts. Pour les lever, le meilleur moyen, c'est d'être crédible vis-à-vis de nos partenaires bancaires et d'avoir créé les conditions de lever ces emprunts supplémentaires. Donc, accélérons aujourd'hui, demain et après-demain le désendettement, la diminution de notre stock de dette pour que nous puissions être accueillis par nos partenaires bancaires pour pouvoir faire face à cette charge supplémentaire de manière optimale et efficace. J'aurais l'air malin et nous aurions collectivement l'air malin si nous disions 3 millions supplémentaires, on ne sait pas les faire. Alors on va créer les conditions pour pouvoir les faire, pour pouvoir participer à cet appel à projet, pour pouvoir faire en sorte que nous puissions donner à nos concitoyens une piscine de 11 millions dont, oui, nous ne paierons que 3 millions. Franchement, si nous avions collectivement décidé de financer une piscine, dans le fonds de concours antérieur, c'était 50% au maximum hors taxe de l'AMEL, et la ville assumait la totalité des frais de fonctionnement. Parce que c'est là aussi la différence. C'est que l'AMEL crée une piscine métropolitaine, mais elle en prend en charge aussi le personnel. Il y en a quand même pour près de 600 à 700 000 € par an. Et elle demande à la commune, j'allais dire seulement, de ne financer que 50% du déficit d'exploitation restant. Donc non pas 1 million, mais 250 000 € de fonctionnement. Une piscine neuve pour les Ouattrelosiens, pour 3 millions d'euros d'investissement, dont nous créons les moyens de pouvoir les obtenir et de pouvoir les financer. Ce sera sans doute sur 2 années, 1,5 million, 1,5 million, je ne sais pas quel est le calendrier. On va commencer les discussions avec l'AMEL dans les jours qui viennent d'ailleurs. Et 250 000 € de frais de fonctionnement par an, on revient de loin par rapport à ce qu'était le gouffre de l'ancienne piscine de Beaulieu. Et la réalité de celui que je prétends être bon gestionnaire des deniers publics avec cette majorité, c'est justement d'anticiper cela pour pouvoir fournir les meilleures conditions à nos concitoyens pour demain, pour que ça pèse le moins possible sur le budget et qu'on crée les conditions de cela. Pour créer les conditions de cela, voilà, on réduit le stock de dette. Aujourd'hui, on va faire quoi comme investissement? On fait Saint-Maclou, c'est financé, c'est même largement cofinancé. On va faire des investissements de modernisation. On fait des investissements de transition énergétique pour développer les économies d'énergie. Mais les investissements de l'économie d'énergie aujourd'hui, ce sont des factures plus basses demain et après-demain. Personne ne dit que le coût de l'énergie restera aussi élevé que ce qu'il est aujourd'hui et qu'on continuera à avoir des dérapages de tarifs. Donc on aura un coût global de l'énergie qui se trouvera amoindri. Un outil municipal qui dépensera moins pour ses dépenses de fonctionnement énergétique et qui pourra consacrer davantage à des services publics et à la population. Un outil municipal qui dépensera moins à payer des charges financières à ces banques pour pouvoir développer des services publics à la population. Une municipalité qui se dote à moindre coût d'un équipement tel qu'une piscine, voilà ce qu'est la trame de fond de ce projet de budget. Vous pourriez aisément, sincèrement, le voter. Parce qu'on parie sur la transition écologique. On baisse massivement, significativement, l'endettement. On va baisser la taxe foncière. On augmente le budget de l'action sociale. On renforce des soutiens aux associations. On assure le fonctionnement et on fera face à nos obligations vis-à-vis du personnel. Voilà ce que veut faire cette majorité. Voilà. Alors je ne vais pas vous décider sur un coin de table. On est plus sur des postures que sur des réalités dans les... Non, mais je pourrais reprendre votre intervention et décortiquer les contresens et les contre-vérités d'un instant à l'autre. Sur les paragraphes, vous ne dites pas les mêmes choses. Ce n'est pas le sujet. Vous m'avez laissé parler, je vous en remercie. Je vous ai laissé parler. Voilà, tout ça est enregistré. Ceux qui nous ont écoutés jugeront. Moi, c'est un budget que je me permets, avec la majorité municipale, de présenter dans un contexte qui n'est pas facile. Mais quand on regarde au bout du bout ce qui est en train de se passer autour de nous, je crois que nous pouvons collectivement dire qu'on peut être fiers de ce qu'on présente. Voilà. Sur ce débat, puisque pas d'observation, monsieur Soyer. Non, j'en prie. Allez-y, excusez-moi. Ah, bah, évidemment, allez-y. Voilà. Voilà. Pas d'observation particulière. Nous savons en effet que les temps sont difficiles et qu'il faut contrôler au mieux nos dépenses.
réduire les investissements, c'est malheureusement nécessaire. Et même si nous ne voterons pas pour votre budget, nous prenons la position de s'abstenir. Madame Delannoy, pas d'intervention ? Bien, allez, chers collègues, donc à l'intérieur, nous allons donc procéder, vous le savez, au vote des taux, car pour pouvoir faire des dépenses, il faut avoir des recettes, et donc on doit avoir voté les taux de la fiscalité, c'est le rapport numéro 3, sachant, je le dis encore une fois, que cette délibération consacre la baisse du taux de la taxe foncière. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Que ceux qui sont pour le manifestent en levant la main. Voilà, une baisse des taux votée déjà à l'unanimité. C'est déjà ça. Merci. Nous allons procéder ensuite, à l'intérieur du budget, je dois dissocier le vote des subventions aux associations et établissements publics au sein desquels des élus sont administrateurs, où nous avons fait connaître leur participation à titre privé afin d'éviter tout risque de qualification de prise illégale d'intérêt. Nous allons donc procéder au vote global des subventions proposées par l'administration municipale, sachant que nous ne participerons pas au vote. Pardonnez-moi d'être un peu long, mais il me faut le dire. Pour les centres sociaux, Annie Chantry, Messaoud Chayani. Pour l'association Actijeune, Tariq Meki, Taleb Ahmed, Madame Amami, Belaïd, Laura Delplanque, Steven Marouki. Pour l'association Avenir Jeunesse Mission Locale, Tariq Meki, Vezel Kiraz, Lorraine Lemoine, Océane Lévesque, Benjamin Caéré. Pour la Caisse des écoles, Asdine Taleb Ahmed, Sylvie Zaidi. Pour le CCAS, Dominique Barr, Vezel Kiraz, Laura Delplanque, Christophe Ricci, Benjamin Caéré, Pascal Lucas, Lorraine Lemoine. Pour l'OMEB, Jean-Philippe Dumoulin, Lina Jaffer, Pamela Guilbert, Océane Lévesque, Jacques Delfosse. Pour l'Office du tourisme, Guy-Noël Lemay, Steve de Matos, Martine Leblanc, Béatrice Dujardin, Sébastien Fitaman. Myriam De Smed pour le Comité des œuvres sociales. Pour le Damier Club de Waterloo, Gilbert Charles. Pour le Musée des Arts et Traditions, Gilbert Charles. Il est partout, cet homme-là. Pour le Waterloo Tennis Club, Océane Lévesque. Pour le Ciavic, Henri Gadot. Pour l'Union musicale waterloosienne, Lorraine Lemoine. Pour les Amis de la Linière et du Textile, Martine Leblanc. Pour la Maison de l'eau, de la pêche, de la nature, ex-syndicat des pêcheurs, Michel Debatz. Pour l'Amicale laïque du Centre, Gilbert Charles. Et pour l'association Parcours 59, Benjamin Caéré. J'espère n'avoir oublié personne dans cet énoncé. On m'en pardonnera, il est un peu fastidieux, mais il se doit d'être fait. Je mets donc aux voix l'ensemble des subventions aux associations. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc elles sont adoptées à l'unanimité et bon courage pour le scribe en ce qui concerne qui a voté quoi. Et donc pour chacune de nos associations, ça doit être précisé. Il nous reste donc à nous prononcer sur l'ensemble du budget tel que je vous l'ai présenté. Donc qui vote contre ? Vous êtes sûr, M. Chayani ? Bon. Non, vous êtes sûr, parce que je ne voyais pas bien. Non, oui. Bon. Pardon. Qui s'abstient ? Bon, que ceux qui sont pour donner à cette ville un budget le manifestent en levant la main. Merci pour ceux qui ont voté pour. Vous ne faites pas une mauvaise opération. Voilà, donc la ville de Waterloo a donc un budget pour l'année 2023. Il me revient de présenter les rapports numéros 5 à 10. Vous le savez, il s'agit de délibérations récurrentes dès lors qu'on verse une subvention supérieure à 23 000 € aux associations. Il convient de signer un avenant à la convention initiale. Cela concerne l'Office municipal d'éducation permanente, le Comité des œuvres sociales du personnel, l'Office du tourisme, l'association Actijeune, l'association Avenir Jeunesse Mission Locale et l'association des centres sociaux de Waterloo sur les rapports 5 à 10. Je précise que pour le rapport numéro 5, M. Dumoulin, signataire de la Convention pour l'Office municipal de d'éducation permanente, ne prendra pas part au vote. Que pour le rapport numéro 7, M. Lemay, signataire de la Convention pour l'Office du tourisme, ne prendra pas part au vote. Pour le rapport numéro 9, M. Meki, signataire de la Convention pour l'association Avenir Jeunesse, ne prendra pas part au vote. Pour le rapport numéro 10, M. Chayani, signataire de la Convention pour l'association des centres sociaux, ne prendra pas part au vote. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention légitimement sur ces différentes délibérations. Je les mets donc aux voix globalement. Des votes contre, des abstentions. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Madame Cloquel, vous avez le rapport numéro 11. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc, il s'agit de la mise à disposition des salles municipales des nouvelles dispositions de location. À ce jour, 3 délibérations encadrent la mise à disposition des salles municipales à des tiers. Donc, l'objectif, il s'agit d'en faire qu'une, de rassembler en fait les éléments en une seule délibération.
et en fait vis-à-vis de la tarification en 4 parties. C'est-à-dire la nature de l'usager, donc il s'agit donc du particulier, les associations, les entreprises, les groupements à caractère politique. Donc après, il y a la domiciliation, qu'il s'agit donc là des Waterloosiens et des extérieurs. Ensuite, la capacité des salles. Par rapport au nombre de personnes, il y a diverses salles à Waterloo avec une capacité différente. Et donc, il y a aussi un changement. Donc, on inclut aussi une tarification pour l'hiver. Il s'agit donc du 1er novembre au 31 mars. En effectuant donc ce changement, on s'est aperçu qu'il y a donc une baisse de tarifs pour 3 salles, donc la salle Ramon, le Touquet Saint-Gérard et la Concorde. Donc actuellement, cette délibération, il faut la voter maintenant, parce qu'en fait, pour 2023, tout est déjà fait par rapport à les réservations de 2022. Donc en fait, nous allons commencer les réservations pour 2024, donc il est nécessaire de la voter aujourd'hui pour qu'on soit prêt pour 2024. J'en ai terminé, monsieur le maire. Ah bon, trop tard. Non, c'est pas ça. On m'a passé le bon à signer trop vite. Allez, madame, j'ai pas été saisi de demande d'intervention. Des votes contre? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci, madame. Monsieur Gadot, vous avez le rapport numéro 12. Merci. Prenez votre micro, quand même. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, rapport numéro 12, extension du réseau de vidéoprotection, demande de subvention. C'est une délibération technique qui n'a pas posé de questions lors de la commission de préparation. C'est pour vous autoriser à demander, à toucher, une subvention de la part du fonds de concours de la MEL. J'en ai terminé, monsieur le maire. Je suis pour. Allez, pas d'observation. J'ai pas eu de demande d'intervention. Des votes contre? Des abstentions? Donc unanimité. Merci. Madame Reifers, vous avez les 13 à 15. Ah oui, j'oublie de préciser que le rapport numéro 13 a été retiré de l'ordre du jour. Voilà. Effectivement, j'aurais dû le préciser. Je comprends votre trouble ponctuel. Merci, monsieur le maire. Donc, rapport 14, cession d'une parcelle publique communale située 308 rue Jules Guesde. Donc, lors du conseil municipal de novembre dernier, cette parcelle a été désaffectée et déclassée afin de régulariser la situation de madame et monsieur Remery, qui occupaient sans le savoir le domaine public communal. Ce terrain fait l'objet d'une évaluation par le pôle évaluation domaniale estimée à 9 000 €, auxquels s'ajouteront les frais de géomètre et de notaire. Il est donc proposé au conseil municipal de donner son accord sur cette cession. Rapport suivant qui concerne la désaffectation et le déclassement d'un logement situé 6 rue Ferdinand Buisson. Donc c'est un logement qui était anciennement rattaché à l'école Nacanal et qui était inoccupé depuis décembre 2015. L'administration municipale propose donc au conseil municipal de constater cette désaffectation du domaine public, de décider de son déclassement pour qu'il puisse être cédé ultérieurement. J'ai terminé, monsieur le maire. Merci, madame. De délibération technique, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, donc je mets donc aux voix. Des votes contre? Des abstentions? J'ai donc adopté à l'unanimité. Merci, madame. Madame Leblanc, mes excuses. Vous avez le rapport 16 à 18, madame. C'est une délibération. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai tout coupé, là. Allez-y. C'est une délibération qui vise à une mise en œuvre d'une procédure de bien 100 mètres, un bien qui est le 23 Cité Lefebvre, 46 rue Claude-Ouet. L'objet de cette délibération est de mettre en œuvre la procédure de bien 100 mètres afin de l'intégrer dans le domaine de la MEL, qui dispose de la compétence habitat et qui a confié cette concession d'aménagement à la Fabrique des quartiers. Afin de recycler les logements vacants, dégradés, identifiés par la ville, l'objectif étant de remettre sur le marché ces logements pour du logement locatif social ou de l'accession sociale selon les besoins exprimés par la ville. En effet, les propriétaires de ce bien sont décédés depuis plus de 30 ans. Et après enquête réalisée par la Fabrique des quartiers, avec un recours à des généalogistes notamment, il s'avère qu'il n'y a pas d'héritier
et qu'aucune taxe foncière n'a été acquittée depuis plus de 3 ans. Au vu de ces éléments et afin de pouvoir procéder au recyclage de l'immeuble, il est donc proposé au conseil municipal de renoncer à l'incorporation du bien dans le domaine communal et de l'incorporer dans le domaine de la Belle. Voilà, donc afin de favoriser le recyclage de cet immeuble vacant dégradé dans la mission opérationnelle confiée à la MEL et à la SPLA, la Fabrique des quartiers, l'administration municipale invite le conseil municipal à approuver la renonciation de la commune à exercer ses droits sur les biens situés 23 cité Lefebvre, 46 rue Claude Webb à Waterloo, au profit de la MEL, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, conformément à l'article 713 du Code civil, et à se prononcer favorablement sur l'incorporation dans le domaine de la MEL de l'immeuble situé 23 cité Lefebvre, 46 rue Claude Webb à Waterloo, dans les conditions définies par l'article 713 du Code civil. Et vous en avez encore 2 autres de délibérations. Eh oui, monsieur. Et elles sont importantes, madame. Elles sont importantes. Oui. Et il n'y a pas eu de questions lors de... Non, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions. Alors, reprenons ça. En plus, ça a été changé dans les... Alors, la convention de prestation de services CAF pour lutter contre l'indécence des logements MEL, ville de Waterloo. Alors là, c'est un changement, mais c'est un changement technique qui, depuis une dizaine d'années, la ville a fait de la lutte contre l'habitat indigne une priorité. Cette délibération a pour objectif de pérenniser une convention qui existait depuis 2014. La ville avait signé cette convention avec la CAF dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne. C'est un dispositif qui a permis d'identifier nombre de situations d'indécence et a permis la condamnation de propriétaires de marchands de sommeil. Désormais, la CAF ne conventionne plus cette disposition, mais par contre, la CAF ne conventionne plus avec les communes, mais avec la MEL. Donc, il s'agit donc aujourd'hui de réactiver le rôle de la MEL et de fixer de nouvelles modalités juridiques, techniques et financières qui nous permettront de continuer à procéder au contrôle, diagnostic, suivi des dossiers effectués par 2 agents du pôle urbaniste habitant. La MEL prend en sa charge les coûts de fonctionnement, 75 € par dossier la première année et 100 € par dossier. Montant reversé annuellement à la ville sous la forme d'une subvention. Il est donc proposé au conseil municipal de valider la poursuite du dispositif et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de prestation de services. La dernière délibération, c'est la convention de prestation de services pour la mise en œuvre des outils préventifs de lutte contre l'habitat indigne, ville de Waterloo et MEL. Dès 2019, la ville de Waterloo, très appliquée dans la lutte contre l'habitat indigne, s'est portée volontaire avec 22 communes de la MEL afin d'expérimenter le permis de louer, terme générique reprenant l'APML, autorisation préalable de mise en location, la DML, déclaration de mise en location, et l'APD, autorisation préalable de division. 2 agents du service urbanisme assurent actuellement le suivi des dossiers et les diagnostics techniques sur le terrain. Ce dispositif expérimental d'une durée de 2 ans est ainsi pérennisé. Pour mémoire, les périmètres d'intervention ont été élargis en 2021. L'objectif de cette délibération est donc de fixer les nouvelles modalités juridiques, techniques et financières dans le cadre du schéma de mutualisation actualisé en 2022 afin d'assurer la continuité du dispositif existant. La MEL prend en charge les coûts de fonctionnement générés par ces prestations selon une grille tarifaire à l'acte adopté par la délibération du Conseil métropolitain en octobre dernier. Il est donc proposé au Conseil municipal
de valider la poursuite des 3 dispositifs et d'autoriser Monsieur le maire à signer la nouvelle convention de prestation de services. J'en ai fini. Merci, madame. Comme vous l'avez dit, il y a pas eu de... tout ça a été présenté aux commissions de travaux. Il n'y a pas de demande d'intervention en conseil. Des textes importants pour la qualité du logement au quotidien. Et donc, je propose de mettre globalement ces 3 délibérations aux voix, je suppose. Pas de vote contre, pas d'abstention. Elles sont donc adoptées à l'unanimité. Merci, madame. Monsieur Charles, vous avez les rapports 19 et 20. Merci, monsieur le maire. Alors, le premier rapport concerne la remise des prix lors du concours de nouvelles et autres dispositifs. Alors, depuis 2014, la bibliothèque municipale a mis en place un concours littéraire de nouvelles et organise diverses animations avec des remises de prix, dont le challenge lecture, la nuit de la lecture et le dispositif des livres à soi, pour des valeurs de 150 €, 100 € et 50 € sous forme de chèques lire. À présent, ces chèques lire ne peuvent être achetés que par des coupures de 20 € et de nouvelles actions avec remise de chèques lire sont prévues cette année. Les dispositions de la délibération numéro 27 du 30 mai 2014 doivent être donc revues. Ainsi, l'administration municipale propose au conseil municipal de valider le montant des récompenses distribuées comme suit. Pour le concours de nouvelles et le challenge lecture adulte, premier prix 160 €, deuxième prix 100 €, troisième prix 60 €. Pour le challenge lecture jeunesse adolescent, premier prix 80 €, deuxième prix 60 €, troisième prix 40 €. Pour le challenge lecture jeunesse, premier prix 60 €, deuxième prix 40 €, troisième prix 20 €. Pour le dispositif des livres à soi, financé par la DRAC, obligation de remise de 80 € par famille, participation aux ateliers. L'administration municipale propose aussi de valider la remise de façon ponctuelle d'une récompense de 20 € 5 fois par an, concours Facebook, dictées et autres manifestations organisées dans l'année. Et enfin, d'abroger la délibération municipale numéro 27 du 30 mai 2014. Je passe au rapport numéro 20. Il s'agit ici de la mise à disposition de la maison du projet. Par délibération du 22 octobre 2021, le conseil municipal a émis un avis favorable à l'acquisition du bien cadastré dit la maison du projet. La maison du projet a pour objectif d'intégrer un lieu de mémoire en partenariat avec la MEL et l'association Les Amis de la Lainière et du Textile. La maison du projet n'a pas pour vocation d'être une salle festive. Elle sera réservée aux activités culturelles ou économiques et organisées par les associations ou entreprises. Une tarification selon 3 critères est donc prévue. Le premier critère, c'est le type d'usager, comme les associations ou les entreprises. Le deuxième critère, la domiciliation, ce sont Waterloo ou les extérieurs. Troisième critère, la période d'occupation, soit du 1er avril au 31 octobre ou du 1er novembre ou au 31 mars, où un supplément de charge énergétique de 50 € sera facturé. Ces critères déterminent le tarif applicable selon le tableau joint en annexe au projet de délibération. En ce qui concerne la gratuité, l'association Les Amis de la Lainière et du Textile pourront bénéficier d'un local pouvant servir de stockage ou de réunion, d'un espace polyvalent de près de 33 mètres carrés, ainsi que des autres espaces pour organiser ces manifestations événementielles sur réservation auprès du service culture de la ville de Waterloo. La ville se réserve le droit d'octroyer la gratuité dans le cadre d'une opération partenariale pour les autres utilisateurs. Une caution de 300 € sera demandée, quel que soit l'utilisateur, même en cas de gratuité, et sera restituée après la manifestation suite à un état des lieux sous réserve de non-dégradation. L'administration municipale propose donc au conseil municipal de valider les dispositions tarifaires proposées dans la grille inhérente ci-jointe, de décider la mise en application de ces modalités à compter du 1er mars 2023. Les recettes financières seront versées à la régie des fêtes et cérémonies pour la location des salles municipales, de matériel événementiel, de sonorisation, de décoration florale et le prêt de vaisselle. Voilà,
J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci, monsieur Charles. Je crois qu'on sait tout. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous avez tellement convaincu l'auditoire que je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, qu'on va revaloriser vos barèmes pour ces concours qui se font autour des animations de la bibliothèque et sans doute aussi mettre en place cette tarification pour la maison du projet. Donc, vous allez voir, ça va être unanime. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous l'avais dit. Vous avez fait l'unanimité. Merci, monsieur Charles. Alors, je me tourne vers madame Lestienne, qui va bien vouloir nous présenter les rapports 21 et 23. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, une première délibération qui concerne une aide financière accordée par la MEL sous forme de fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour la réalisation d'audits énergétiques de plusieurs bâtiments. L'administration municipale propose donc au conseil municipal pour cette délibération d'accepter le fonds de concours d'un montant de 14 000 € et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'attribution entre la commune et la MEL. La deuxième délibération, la numéro 22, concerne également une aide financière sous forme de fonds de concours pour les travaux réalisés lors de remplacement des menuiseries à l'école Ferdinand Buisson, la dernière phase, et le remplacement de chaudières dans plusieurs équipements. De la même manière, l'administration municipale propose au conseil municipal d'accepter les fonds de concours repris ci-dessus, accordés par la MEL, au titre de la transition énergétique et bas carbone, et d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions et avenants éventuels. La dernière délibération me concernant concerne cette fois des autorisations pour recherche de subventions dans des travaux d'investissement. En effet, les différents projets que je vais vous présenter sont susceptibles de bénéficier d'un soutien financier de plusieurs partenaires, tels que l'Europe, la région, le Conseil général, la CAF, le Fonds pour l'insertion et maintien des emplois des travailleurs handicapés, le Centre national pour le développement du sport, l'État, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et également de certificats d'économie d'énergie. Les projets concernés, la pose de panneaux photovoltaïques, comme vous l'a présenté monsieur le maire dans le budget, la continuation du programme de modernisation des chaufferies du réseau de chauffage, la modernisation de l'éclairage public, la réfection de l'étanchéité de la bibliothèque et de la salle Lyoté et la mise aux normes accessibilité du groupe scolaire Léo Lagrange. Donc, de la même manière, l'administration municipale propose au conseil municipal de prendre les dispositions suivantes pour les opérations ci-dessus énumérées. Autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de tout partenaire potentiel les financements susceptibles d'être accordés pour ces projets et d'autoriser monsieur le maire à signer les arrêtés de subvention à venir. J'ai terminé, monsieur le maire. Je le ferai, madame, je le fais, promis juré. Enfin, si les délibérations sont votées. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention spécifique. Il y a des votes contre, des abstentions. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci, madame. Monsieur Jean-Philippe Dumoulin, vous avez le rapport numéro 24 et vous m'accorderez que je vous ai déjà bien chauffé la salle. Alors, rapport concernant la candidature à l'appel à manifestation d'intérêt pour la construction d'une nouvelle piscine. Le 16 décembre 2022, le Conseil métropolitain de la métropole européenne de Lille a adopté un plan piscine 2 prévoyant d'une part la construction de nouvelles piscines métropolitaines et d'autre part l'augmentation de la participation de la MEL aux frais d'accueil des scolaires pour l'apprentissage de la natation. Dans le contexte que chacun connaît, Waterloo est évidemment très attentive à l'opportunité que peut offrir le volet construction de nouvelles piscines, qui prévoit une prise en charge par la MEL à hauteur de 70% des coûts d'investissement d'un nouvel établissement et de 50% de son déficit d'exploitation. Pour y prétendre, la délibération plan piscine 2 établit des critères de priorité à propos desquels Waterloo présente de solides arguments. D'abord, déficit d'apprentissage, la piscine waterloosaine accueille le plus gros contingent de scolaires de la métropole. Deuxième critère, accueil d'un club de haut niveau. Pour seul exemple, l'année de la fermeture, les Dauphins de Waterloo Waterpolo remportaient un titre de champion de France National 3. Troisième critère, disponibilité d'un foncier maîtrisé. La ville est propriétaire du terrain constructible nécessaire aux abords de la Cité des Sports, tel présenté au conseil municipal du 30 juin dernier. Quatrième critère, respect des contributions financières. Dès le 20 décembre 2022, monsieur le maire,
a donc proposé la candidature de Waterloo à l'appel à manifestation d'intérêt établi par le plan Piscine 2 par un courrier adressé au président de l'AMEL, M. Daniel Castolin. Après cette première étape, la procédure métropolitaine prévoit une confirmation par délibération du conseil municipal qui vous est donc proposée ce soir. Merci. Merci, chers collègues. Et qu'on soit parfaitement précis, si l'initiative a été aujourd'hui essentiellement de ville à ville, à commencer par évidemment son premier magistrat, mais nous rentrerons dans, je l'espère, dès qu'il y aura eu vote communautaire, vote métropolitain sur le choix des 5-6 piscines que j'évoquais tout à l'heure sur une phase technique, et je passerai le relais à Jean-Philippe Dumoulin pour qu'il les conduise en lien avec nos services, pour qu'il conduise ce projet jusqu'à son terme, l'objectif étant pour nous, voilà, au plus vite au mieux, et ce sera dans les conditions financières que j'ai évoquées tout à l'heure. Merci de cette précision. Je pense que chacun est favorable à cette participation en amont, cet appel à manifestation d'intérêt. Il y a des votes contre, des abstentions. Il en est donc ainsi décidé. Vous allez pouvoir travailler encore plus, Monsieur Dumoulin. Merci. Allez, nous continuons et nous en arrivons à monsieur... Ah oui, pardonnez-moi, quand même, une chose essentielle que je voulais aussi dire, c'est la délibération sur la piscine m'en donne l'opportunité. Je voudrais publiquement, dans ce conseil municipal, rendre hommage à quelqu'un qui fut un maître-nageur omniprésent sur les bassins de la ville, de la piscine municipale. J'ai nommé Jean-Claude Bracaval, qui vient de nous quitter. C'est un retraité de la ville, évidemment, il fut agent municipal, mais je pense que tout à l'heure, en rentrant dans cette salle, plusieurs élus m'ont dit avoir eu connaissance de l'information et en même temps me dire que c'est lui qui les avait appris à nager. Il a appris à nager à tellement de Waterloosiennes et de Waterloosiens, enfants et ensuite les parents, que je voulais lui adresser un salut fraternel et amical par-delà sa disparition et dire à sa famille combien nous sommes solidaires de leur détresse et combien nous leur apportons notre affectueuse compassion. Voilà, je voulais aussi rajouter cela. Donc je mets au voie cette délibération, pardon, c'est fait, et nous en arrivons aux délibérations de M. Delfos. On est toujours dans le sport, mais ça c'est la mise en œuvre du budget à travers les conventions d'objectifs. Je vous passe la parole, M. Delfos. Merci, Monsieur le maire. Au rapport 25, 26 et 27, vous trouverez 3 propositions de conclusion d'avenant aux conventions liant la ville à l'OMS, au COAND et à l'US Waterloo Football. Le budget primitif 2023 prévoit pour l'OMS une subvention d'un montant de 44 000 €, pour le COAND une subvention de 30 700 € et pour l'USW une subvention de 25 000 €. Or, la loi du 12 avril 2000 rend obligatoire la conclusion d'une convention dès lors que le cumul annuel de subventions est supérieur à 23 000 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la signature des avenants pour permettre les versements. J'en ai terminé, monsieur le maire. C'est la conséquence de votre vote du budget tout à l'heure, monsieur Delfos. Mais donc, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention sur ces délibérations, disais-je, de conséquences. Des votes contre, des abstentions, adopté à l'unanimité. Merci, madame Émeline Debar-Boite. Je vous passe la parole pour le rapport numéro 28. Merci, monsieur le maire. Alors, cette délibération fait suite à notre volonté d'accompagner la création d'un syndicat intercommunal à vocation unique pour la relocalisation et la gestion de la fourrière animale qui se situe actuellement à Roubaix. Donc, cette délibération est une nouvelle étape dans le processus de création de ce SIVU. Durant une année, avec les différentes villes partenaires, nous nous sommes rencontrés pour rédiger les statuts, approuver le périmètre de ce futur SIVU, pour rédiger aussi les cahiers des charges et amorcer une recherche pour le terrain pour la future relocalisation de la fourrière animale. La délibération d'approbation des statuts doit être votée par les conseils municipaux de toutes les villes adhérentes dans les 3 mois à compter de la validation de ces statuts par la préfecture, qui a été notifiée donc ce 17 janvier 2023. Donc c'est une délibération qui est formelle, qui est identique à celle des autres villes qui prennent part aussi à ce SIVU.
et qui permet de poursuivre le processus de création de ce CIVU pour la fourrière animale. On est terminé. Très bien, ça permettra de réduire un vide juridique et en même temps de faire en sorte que dans toutes ces communes participantes, eh bien, on puisse traiter ce problème de la même manière. Bien, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Y en a-t-il? Des votes contre? Des abstentions? Très bien. Madame Dujardin, vous avez, si vous le voulez bien, nous présenter le rapport numéro 29 relatif au festival Food Truck. Et comme il ne vous aura pas échappé que tout à l'heure, je n'ai pas répondu à l'interpellation de M. Ricci sur l'absence qu'il reclétait ou déplorait d'une ligne commerce de l'ordre de à peu près 7 à 10 000 euros sur un budget de 56 millions d'euros et que c'est peut-être pour cela qu'il s'est opposé au budget. Je pense que Madame l'adjointe au commerce vous prendrez à cœur de veiller à répondre à cette interpellation. Vous y répondrez sans doute beaucoup mieux que moi. Alors, cette délibération concerne le festival Food Truck de Wattrelos. Alors, en 2022, nous avons organisé le premier festival Food Truck de Wattrelos. Vu son succès, nous avons décidé de le reconduire en période estivale et de le pérenniser. Nous avons le souhait qu'il devienne le plus grand rassemblement de food truck de la métropole. Je tiens à préciser que le festival a été entièrement gratuit pour les commerçants cette année. Afin de promouvoir et de l'étendre, il a été décidé de faire participer financièrement les marchands et pour cela, un cahier des charges a été défini avec les modalités suivantes. La tarification, elle s'élève à 350 €. Elle correspond à l'occupation du domaine public et à l'alimentation électrique. Son règlement financier, les conditions de réservation. Une fois engagé pour la manifestation, un remboursement ne pourra s'effectuer que pour un cas de force majeure dûment justifié, par exemple une maladie. Toutefois, si le festival, pour une raison ou une autre, devait être annulé, en partie ou en totalité, les frais engagés seront restitués en proportion à chaque participant. Les montants encaissés seront affectés à l'exercice 2023. En conséquence, l'administration municipale propose au conseil municipal d'approuver la tarification énoncée et les modalités de règlement, d'inscrire le produit des recettes au budget de l'exercice 2023, je me répète, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette opération. Au dernier conseil municipal, Monsieur Ricci, vous avez soulevé l'absence d'animation commerciale de fin d'année. Et la façon dont vous l'avez présenté a donné l'impression de reporter la faute sur le service, la municipalité ou moi-même. Alors on va commencer par le début. Historiquement, l'animation de fin d'année est portée par l'Union commerciale. Vous devez le savoir puisque vous avez vous-même été président de cette association. En 2020, la crise sanitaire est apparue. L'Union commerciale, rencontrant des difficultés, la municipalité a donc décidé de prendre le relais. En 2020, nous avons distribué 125 packs aux commerçants wattrelosiens qui acceptaient de participer à ce jeu emblématique de fin d'année. Pour rendre la chose attractive, nous avons doté cette loterie de 7 000 €, répartis ainsi 25 Nintendo Switch, des bons voyages d'une valeur de 400 € et 600 € venus de chez Leclerc et un bon repas offert par le relais de Beaulieu. Malgré la mobilisation de beaucoup de moyens, du personnel municipal et des conseillers municipaux pour la distribution, moins de 50 commerçants ont rendu les bulletins. L'année 2021, restant très compliquée pour les commerçants, j'ai décidé de reconduire l'animation. Au vu du peu de réponses de l'année 2020, j'ai choisi de procéder différemment pour l'année 2021. Un courrier électronique a été envoyé à tous les commerçants wattrelosiens, leur demandant s'ils désiraient participer au jeu. Seuls 50 commerçants ont répondu présent pour une dotation de 40 lots, dont un scooter électrique d'une valeur de 2 300 €, d'un vélo électrique d'une valeur de 1 200 € et d'une trottinette électrique d'une valeur de 500 €, achetés chez un commerçant wattrelosien. Les autres lots avaient une valeur variant entre 19,90 € et 349 €. Mon objectif à l'époque était de faire venir les clients chez les commerçants afin de renouer des liens. En 2022, la situation a changé. Nous ne sommes plus en situation de crise sanitaire et les dernières mesures gouvernementales corroborent mes dires. J'ai donc décidé de ne pas renouveler l'opération, et ce pour plusieurs raisons. Primo, les résultats des années précédentes. Deuxio,
Éviter de générer une habitude de gratuité, ce qui rendrait la situation difficile pour l'union commerciale lors de sa future reprise en main, sachant qu'elle fait payer cette animation aux marchands alors que la ville l'a rendue totalement gratuite. Tertio, et pour terminer, je vous ferai remarquer que vous-même, commerçants, vous n'avez pas participé à cette dernière animation. Je tiens à préciser également que je suis venu m'excuser auprès de vous de ne pas être venu chercher un véhicule dans votre magasin pour cette animation, car votre fonction d'élu l'interdit. Vous m'avez répondu, de toute façon, je ne l'aurais pas fait. Si vous-même ne participez pas aux efforts de la ville, pourquoi réclamer haut et fort l'animation de fin d'année? En ce qui concerne une aide aux commerçants, le cas par cas me semble plus raisonnable et cela se fait actuellement. J'allais oublier, nous avons aidé des commerçants à obtenir des aides pendant les périodes mouvementées de ces 2 dernières années. À ce jour, aucune remontée dans les services n'a été faite pour une action globale menée par un commerçant motivé et volontaire. Mais si vous avez des propositions, pourquoi pas? Je serai la première réjouie de pouvoir aider nos concitoyens, tant que nous restons dans le raisonnable et pas dans une chimère, comme vous le proposiez à une époque en réclamant la création d'une plateforme de vente e-commerce avec des produits watrolosiens, pour un coût non négligeable, sans compter les frais de maintenance annuels. La commune a quand même joué le jeu, puisqu'un phoning auprès de 200 marchands watrolosiens a été réalisé. Seuls 25 ont trouvé l'idée pertinente, car elles pratiquaient déjà la vente sur Internet. De nombreux exemples nous démontrent maintenant que cette solution n'était pas idéale, puisque de telles plateformes ont été arrêtées dans les villes avoisinantes. J'en ai terminé, monsieur le maire. Ouais, c'est bien ce que je pense, vous auriez pu le voter, ce budget. Bien, allez, sur ce festival Food Truck, c'est la délibération 29, des voix... Oui, monsieur Ricci, oui. Bon, on fait le food truck et vous répondez après, d'accord? Bon. Et alors, sur le food truck, des votes contre, des abstentions? Donc, unanimité. Merci. Monsieur Ricci, vous voulez rajouter? Oui. Alors, je vais vous rassurer, monsieur le maire, d'abord, ce n'est pas les 10 000 euros, effectivement, symboliques sur les 56 millions d'euros qui nous ont fait prendre cette décision de ne pas soutenir ce budget. Madame Dujardin, il ne faut pas se sentir agressé ou attaquer personnellement quand je déplore en fait que les 10 000 euros, non pas pour le montant que ça représente, mais plus pour le soutien affiché de la ville, cette subvention, monsieur le maire le sait bien, qu'il y ait eu une association commerçante ou non, a toujours existé. Aussi loin que je me souvienne, ça a toujours existé. Donc effectivement, je pense que les associations de commerçantes, c'est plus dans l'air du temps, parce que le contexte est compliqué, parce que c'est énergivore en temps. Je peux vous le dire, effectivement, vous avez raison, j'ai occupé cette fonction de 2010 à 2013. Quand les idées que j'avais pu émettre, soit quand j'étais président de l'Union commerçante ou adjoint dans votre équipe, monsieur le maire, si elle n'a pas été retenue, je veux dire, c'est pas un problème. Maintenant, discuter avec vous, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Ce n'est pas du tout... je ne cherche pas à vendre mes produits, mes voitures, mes scooters ou je ne sais quoi d'autre. Ce n'est pas pour moi que si je n'ai pas participé, je m'en excuse. Franchement, c'est pas pour moi que je réclame. J'ai pas besoin de ça, mais je pense notamment aux boulangers, je pense à ceux qui subissent de plein fouet. Alors, c'est pas ça qui va leur changer la vie. Nous sommes d'accord. C'est symbolique. C'est 10 000 euros. C'est pas le montant. Ne confondez pas tout. Maintenant, si vous me donnez l'occasion de vous faire des propositions réelles, que vous les écouterez, alors là, mais c'est avec un grand plaisir que je les ferai, parce que j'ai beaucoup d'idées. J'ai vraiment beaucoup d'idées pour ça. Voilà, j'en rajouterai pas beaucoup plus, mais c'était pas un sujet polémique dans mon esprit. Ouais, non, c'est pas un sujet polémique, sauf que vous avez conclu votre intervention là-dessus tout à l'heure, semblant laisser sous-entendre ce que moi j'avais pensé, que l'absence de cette ligne incitait fortement votre vote à la négation, alors que je pense qu'au-delà de ces 7 à 10 000 euros, les 56 millions tels que cette majorité les a votés, valaient la peine d'être votés. Voilà, alors sur cette mise au point, nous en arrivons au dernier rapport, Monsieur Marouki, même si vous êtes derrière Monsieur Caïret. Je vous devine et je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération consiste en l'adhésion au service métropolitain de prestation de délégués à la protection des données dans le cadre de la mise en conformité au règlement général sur la protection des données du 25 mai 2018, mené par la direction des services informatiques en lien avec les métiers. Les nouvelles pratiques numériques comme la dématérialisation, l'explosion du volume de données numériques, la multiplication des pratiques de partage d'informations interrogent fortement les exigences de protection de la vie privée.
Le règlement général à la protection des données, dit RGPD, applicable sur le territoire français depuis le 25 mai 2018, vient renforcer la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le RGPD encadre le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et il constitue le cadre général de la protection des données qui a pour ambition la conciliation entre ces nouvelles pratiques et la protection des particuliers. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont directement concernés par ces dispositions, compte tenu du nombre important de fichiers de données personnelles et ou sensibles qu'elles sont amenées à gérer dans les différents services. Il convient donc de se mettre en conformité sur le sujet. En l'espèce, il conviendra de procéder à la mise en place d'un plan d'action commençant par recenser les traitements des données personnelles, trier ces données personnelles, respecter les droits des administrés, sécuriser les données personnelles, établir un process en cas de violation des données et encadrer les sous-traitants. Pour 2023, la prestation s'élève à 6 600 € à raison de 30 journées de prestations prévisionnelles, soit 220 € TTC la journée. Le niveau de service proposé comprend la nomination de délégués à la protection des données mutualisées, la mise à disposition de responsables de sécurité des systèmes d'information mutualisés, l'accès à des marchés de prestations de services en matière d'audit d'architecture des systèmes informatiques et en matière de sécurité des systèmes informatiques. Et enfin, un appui technique sur demande du maire en matière de traitement et de mise en œuvre des recommandations issues des audits et ou du délégué de la protection des données. L'administration municipale propose d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention pour l'adhésion au dispositif de RGPD mutualisé mis en place par la MEL. Merci, Monsieur Marouki. Chacun comprend qu'un maire, ça signe vraiment beaucoup de choses. Et alors des textes particulièrement passionnants et extrêmement techniques, mais très compliqués, qu'il faut aussi devoir savoir gérer et comprendre et mettre en œuvre. Voilà, c'est aussi ça la fonction d'un élu. C'est pas toujours simple. Bien, bah écoutez, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Y en a-t-il? Non? Les abstentions? Bah écoutez, je pense que cette disposition peut donc être considérée comme adoptée à l'unanimité. Bah écoutez, je crois que les signatures ont continué à fonctionner pendant la durée du Conseil, de sorte que, avant de clore la séance, je me permets simplement de vous rappeler que vous pouvez, mes chers collègues, consulter le registre synthétisant les décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. La séance est levée. Merci.